Les Wu, j'espère que ça va. Avant qu'on commence, si vous vous demandez pourquoi j'ai dégainé mon meilleur manteau, c'est juste parce que j'ai pas l'argent pour louer la salle, le matos et en plus le chauffage ici. Du coup, tu connais, on met un petit manteau et voilà. Donc si vous aimez la vidéo, si vous aimez le contenu, likez, abonnez, commentez, partagez. Ça me réchaufferait le cœur, premier degré pour le coup. Bon, notre histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du parrain de la soul, l'inventeur de la funk. Celui sans qui le rap, le hip-hop et la funk n'en seraient pas là. Il représente les plus démunis pour se hisser au sommet, au statut de légende. Un mec qui traverse plein d'époques, rock, jazz, funk, disco, hip-hop. On parle de James Brown. James Brown est né le 3 mai 1933 en Caroline du Sud. Enfin né. À la base, il est mort-né et c'est sa tante Minnie qui le réanime et lui permet de réellement voir le jour. Dans la foulée, sa famille déménage en Géorgie et sa mère abandonne toute la famille pour aller vivre avec un autre homme. Le jeune James est alors confié à sa tante Honey qui tient une maison close. C'est une autre époque. Étant d'une famille pauvre, pour gagner un peu d'argent, il va vendre du charbon, cirer des chaussures ou encore proposer ses services de danseur et de chanteur dans le bordel de sa tante pour les soldats américains. Cette situation, contexte familial compliqué, pauvreté, amène souvent à la délinquance. À 15 ans, il sera incarcéré dans la prison juvénile de Toka pour attaque à main armée. Et la peine est lourde, très lourde. Il prend entre 8 et 16 ans de prison. Une période de sa vie sur laquelle il n'aime pas vraiment revenir. Et en vrai, ça peut se comprendre. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un journaliste qui lui pose la question et il se fait complètement envoyer péter. You want to ask about music, or you want to talk about downfalls? Let's talk about music, okay? Let's talk about music. Ask me good things. Why we drew 1,003,000 people, or why we have more records sold than anybody else. Let's talk some good positive things. When you ask me something positive, we'll do it. People come to see James Brown, they want to see a good show, they want to see a man happy. Aren't you happy? I'm happy. I feel good. Ow! Let's go! Mais le jeune artiste qu'il est ne se laisse pas démonter pour autant. En prison, il crée un groupe de gospel. Ce sera le point de départ de son univers musical. Et dans le même temps, il écrit au juge pour enfants afin d'avoir une réduction de peine, pouvoir sortir de prison et se remettre dans le bon chemin. Durant son incarcération, il y a un match de baseball qui oppose l'équipe de la prison face à une équipe extérieure. James y participe. Et il y fait la rencontre de Bobby Bird avec qui il va se lier d'amitié. Une amitié si forte que Bobby va participer à la libération de James en 1952. La seule condition étant qu'il retrouve un emploi. Bobby est fasciné par la voix de James. Donc assez logiquement, en tant qu'ami, il lui propose d'intégrer son groupe The Flames, un groupe aux airs de rhythm and blues qui reprend les succès de Louis Jordan, l'idole de James. À cette époque-là, il y a un truc qui bouleverse tout, le rock. Et Little Richard, c'est un des maîtres d'œuvre de ce nouveau truc. Et il se produit dans la ville de Toka, la ville des Flames. Et James et ses potes, en tant que bons showman, pendant l'entracte, vont clairement prendre la scène pour proposer une prestation. Le manager de Little Richard tombe alors sous le charme et leur fait enregistrer une maquette. Cette maquette, elle va pas réellement voyager, elle va rester vraiment locale. Jusqu'en 1956, lors d'une tournée en Amérique du Sud, cette maquette arrive aux oreilles de Ralph Bass, un producteur de R&B, alors qu'il était simplement en train d'attendre son bus. C'est James lui-même qui raconte cette anecdote. I was discovered a fellow was named by the name of Ralph Bass. He was on his way to. He was going through Macon, Georgia, en route, I think, to New Orleans, and he stopped over him. And he heard this record on the air, and everybody started jumping up and down. He was sitting in the bus station. So, who's this guy? I never heard that record before. They say it's not really a record. It's a local group. It's a local group. Who's that? It says James Brown and the Famous Flames. And it was one of the old records that you play inside out. Believe that? I never seen And it. you're running real fast, you know. Went to see my manager, and we were in Tampa, Florida. And they called us and wanted us to come to Cincinnati, Ohio, and record it for King Records under the supervision of Mr. Nathan, Sid Nathan. Et là, c'est la révélation. Il souhaite à tout prix enregistrer ce morceau. Un coup de téléphone, 1200 km de voiture directe, et le groupe se retrouve pour la première fois dans une chambre d'hôtel avec une télé, un grand luxe à l'époque, et surtout en studio pour enregistrer le morceau Please, Please, Please. I love you so, baby. Et c'est un carton. Le titre se vend à 1 million d'exemplaires. James s'inspire alors de la façon de chanter de Little Richard, suppliante. C'est ce qui va caractériser son style. Là, c'est le petit moment disclaimer, mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler de toute la disco de James.
Je vais simplement utiliser certains morceaux pour appuyer mon discours et raconter l'histoire de sa vie. Et du coup, c'est exactement ce morceau qui va faire décoller sa carrière. À tel point qu'il va prendre toute la lumière et petit à petit, les autres membres vont quitter le navire. Mais lui, tranquille, très vite, il va recruter de nouveaux Famous Flame. Malgré ce succès fulgurant, les titres suivants ne dénotent pas plus de la production R&B de l'époque. James va donc enchaîner un passage à vide de 3 ans, suffisamment long pour que son producteur commence à se questionner sur le projet et réfléchisse à couper le contrat. On approche dangereusement de la fin. Mais c'est sans compter sur le titre Try Me, sorti en 1959, qui va le propulser et l'amener encore plus haut qu'il n'était. Le titre cartonne, il se place premier du classement R&B, s'ensuit I Will Go Crazy 1959, Bewildered 1960, Night Train 1961. James coécrit tout, ses interprétations façonnent la réputation du groupe, il est clairement le leader. Naturellement, le groupe se renomme James and His Famous Flame. Maintenant qu'on commence à connaître le personnage et sa musique, attardons-nous surtout à ce qu'il propose, tant musicalement que scénographiquement parlant. Je vous assure que pour cette partie, je sais pas du tout par où commencer, tellement il a révolutionné énormément de choses. Alors on va se faire une petite liste, on va faire point par point, tranquille, vous allez voir, on va en apprendre, on va discuter, ça va être cool, ça va être sympa. Son cri. Ce cri, il est tellement légendaire que ça en devient une marque déposée. Ce cri et cette façon de chanter aussi viscérale va inspirer toute une génération suivante. Pour en citer certains, Michael Jackson, Prince, ouais. Rien que ça. D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai trouvé un gars qui expliquerait l'origine de cette façon de chanter et de ce cri viscéral de James. Je suis très perplexe à propos de ce qu'il dit, voire même pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. C'est presque un peu border, à vous d'en juger. If you go back to the dawn of the black sound among the San and the Mbuti peoples in the forest, when they're lost in a forest, they go, and that means, here I am, find me. Or when they walk through the forest and they want to be safe, they will go, and they will yodel and cry. And these cries mean I'm ecstatic. These cries mean I'm lost, come help me. Okay. Un autre point hyper intéressant dans ce qu'il propose, c'est la force de travail. Avec son groupe, ils vont se produire 300 jours par an. Ça fait presque 5 représentations semaine. C'est 6, ça fait presque 6. Un peu, faites les calculs, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Des amendes en cas de chaussures mal cirées ou de fausses notes sur scène. Tellement de travail et de rigueur que ça va lui valoir le surnom de The Hardest Working Man in the Show Business. Littéralement, le charbonneur de l'extrême. Après, des surnoms, James, il en a plein, comme The Godfather of Soul ou Mr. Dynamite. Un autre truc intéressant dans ce qu'il propose, c'est Live at Apollo en 1962. Pour pitcher, c'est simple. James, il a une idée, il se dit « Moi, je veux faire un album en live, direct, avec le public, dans une salle. Tout en full live. » Le producteur, il lui dit « Bah non, c'est une mauvaise idée, moi je finance pas ça, tu te démerdes. » Et lui, il dit quoi ? « Bah y a pas de souci. » Et il finance le projet sur fonds propres. Cash. Ah, quand tu crois en toi, faut y aller, il a raison. Cette idée folle, elle va fonctionner. Les concerts de James étant de réels shows, il commence à susciter l'intérêt chez les Blancs et élargir son public. Autre chose dont il faut parler, c'est ses musiciens. Comment parler de James sans parler de ses musiciens ? Parce que si ces concerts sont de réels shows, c'est en partie grâce à sa prestation, mais aussi grâce à la leur. Déjà à cette époque, tout ce qui est DJ, instru, tout ça, t'oublies, c'est un band direct sur scène. Et pas des moindres, parce qu'à chaque fois, il prend vraiment la crème de la crème. Et moi, ça, je trouve que c'est un choix judicieux, parce que ça permet d'avoir un concert qui est très vivant, avec du direct. Il y a une vraie complicité entre lui, les musiciens, avec des vraies routines. Par exemple, chaque début de concert, ils se présentent, chaque musicien, avec un solo. Ils font monter comme ça l'ambiance dans la salle avant que James arrive lui-même. Allez, comme ça, pour le kiff, je vous laisse un petit extrait du band en pleine action, le level de musicien que c'est. Comment parler de James sans parler de la funk ? Je vous ai dit qu'il avait créé la funk, mais déjà, qu'est-ce que la funk ? Étymologiquement, funk, ça veut dire puant ou qui sent la transpiration. Et en fait, c'était une insulte utilisée par les WASP envers les Noirs. Les WASP, c'est les White Anglo-Saxon Protestants. Issus de la soul et du jazz, la funk se caractérise par la prédominance de sections rythmiques, guitare, basse, batterie, et la présence fréquente de cuivre ou de saxophone. Et de manière générale, par la grande place accordée aux instruments. D'où le choix d'avoir un band direct sur scène. Ce style, il le développe dans les années 60, c'est un croisement parfait entre le rock, le rhythm and blues, le jazz, la soul, tout ça. Un mélange de toutes ces influences synthétisant toute la musique noire américaine du XXe siècle.
D'où la considération du grand public pour James comme le parrain de la funk. Et il va poser les bases de ça en 1967 avec Cold Sweet. Écoutez. C'est ce style qui introduit les ruptures rythmiques et les breaks, qui donnera naissance aux b-boys, les break boys, les gens qui dansent sur les breaks. Mais ça, on en reparlera un peu après. Tout ça pour dire que James est étroitement lié avec le hip-hop et notamment responsable musicalement des breakbeats. Et comme ça, juste pour le kiff, mais pas plus de 10 secondes sinon je suis démonétisé, un autre son qui caractérise bien ce style, c'est Sex Machine, sorti en 1970. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. C'est cette funk qui va inspirer de futurs grands noms, comme Prince ou Michael Jackson, qui voient en James Brown un réel modèle, tant scénographique que musical. L'influence sur Prince, c'est notamment les tricks avec le micro et le grand écart américain, directement emprunté à Brown. Et l'influence sur Michael Jackson, c'est d'une part la façon de chanter avec les cris et de ramener la danse sur scène, notamment avec son fameux moonwalk, directement inspiré du jeu de jambes de Brown. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, le rapport de Michael Jackson à la danse. Vous me dites si vous êtes chaud, mais il y a du taf. Mais en fait, c'est pas que eux que Brown va influencer, c'est vraiment toute la musique. Aujourd'hui, les professionnels s'accordent à dire qu'il y a eu un avant et un après Brown. C'est impossible aujourd'hui d'écouter de la musique sans sentir un minimum son influence de près ou de loin. Son jeu de jambes dont je vous parlais juste avant, qui est mythique, qui a influencé les plus grands, mais aussi les breakers ou les danseurs funk. Your arm and use your palm. Stay on the scene like a sex machine. Il est capable de danser plus vite que n'importe qui et d'adopter tous les styles de danse qui naissent dans les clubs noirs américains pour en faire son propre style. Ses concerts, c'est un équilibre parfait entre routine millimétrée et improvisation. En parlant de routine, une de mes préférées, c'est celle de la cape. À un moment donné dans le concert, James s'écroule au sol, comme épuisé de fatigue. Il peine à se relever et n'arrive presque pas à marcher. Il fait alors mine de rejoindre les coulisses, aidé par un ami, jusqu'à ce qu'il se débarrasse de la cape au dernier moment pour honorer les rappels de la foule. Et cette scène, il la répète plusieurs fois, parfois jusqu'à 4, en changeant de couleur et de cape à chaque fois, et généralement sur le titre « Please, please, please ». Le début de ses concerts aussi est très particulier. Comme je vous le disais tout à l'heure, chaque musicien se présente un à un en venant devant la scène, en jouant. Ensuite, il joue des morceaux du répertoire sans que James soit encore là, jusqu'à ce que le MC, donc le maître de cérémonie, arrive pour littéralement chauffer la salle et annoncer l'arrivée de James Brown. Et là, la foule est en délire, acclamation, il arrive comme une rockstar et le concert est parti quoi. Franchement, voir une cello comme ça fait moi j'aime bien. Au-delà de tout ça, c'est aussi prôner un message. Toutes ces chansons font place à l'entraide communautaire, l'affirmation de soi et la sexualité. Des valeurs qu'il a toujours à cœur de défendre et de manière positive. Un point commun avec une autre culture qui saura lui ouvrir les bras. Maintenant qu'on a bien compris ce qu'il proposait, revenons à notre histoire. Bon, on s'est arrêté dans les années 60, reprenons. Il sort un grand nombre de musiques. Avec par exemple, je vous les affiche là, ce sera beaucoup plus simple. L'accent il est trop approximatif, il y a trop de dates, il y a trop de... Voilà ce qui sort. À ce moment, ces morceaux résument l'innovation musicale de ces 20 dernières années. Miles Davis et d'autres musiciens de jazz citent alors James Brown comme une influence majeure de leur propre style. Faut se rendre compte de l'influence du mec. En plus de créer des mouvements, de fédérer, de présenter des choses nouvelles, il inspire vraiment les gens. Bref, le gars sort de la musique, et beaucoup de musique, tout ça en se plaçant numéro 1. Mais dans les années 70, il y a un truc qui arrive et qui chamboule tout, c'est le disco. Il faut se rendre compte de l'ampleur du disco à ce moment-là. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la fièvre du disco. Et ça va le mettre un petit peu de côté pendant quelques temps. Sauf que vous connaissez l'adage, les problèmes volent en masse. Commence donc à y avoir des tensions avec sa maison de disques. Il est très surveillé par le fisc américain. Sa femme part avec ses 2 enfants. Et en plus de ça, étant une icône communautaire, il est surveillé de très proche par le FBI. Vraiment, il touche le fond là. Compliqué. La situation étant de plus en plus tendue en Amérique, il décide d'aller se produire en Afrique. Et c'est à ce moment-là que The King is back. Ce titre, il a une symbolique très forte pour James. C'est à partir de ce moment-là qu'il comprend que son public est toujours présent et répond à l'appel. Simplement, il va falloir faire comme dans les années 50, des plus petits concerts, dans des plus petites salles, pour aller reconquérir le public un à un. D'où la tournée en Afrique. Et petit à petit, il va élargir à nouveau son public et revenir de plus en plus sur le devant de la scène. Après le rock, le disco, l'arrivée du hip-hop. Une culture au système D, avec une danse complètement nouvelle, le break. Et pour ça, pas besoin d'instruments, juste des platines pour enchaîner des vinyles. Et pas n'importe quel vinyle, ceux du label James Brown, pour passer notamment d'un break à l'autre.
qui donne naissance au breaker et au breakbeat. Une culture qui permet une vraie expression pour une jeunesse opprimée. Ça vous rappelle rien? Globalement, c'est les mêmes valeurs que Brown défend. Seulement, le hip-hop le fait de manière beaucoup plus crue. C'est donc tout naturellement qu'il enregistre Unity avec Afrika Bambaataa, pionnier du mouvement en 1984, qui va devenir l'hymne de la culture hip-hop. Puis c'est assez logique de retrouver deux défenseurs de la culture afro-américaine sur cet hymne. Le boss est donc chassé une première fois par le disco, puis accueilli par le hip-hop qui le reconnaît à sa juste valeur. Après ce comeback réussi, il va faire une déclaration d'amour à l'Amérique, avec qui il avait quelques petits rapports tendus, avec le titre Living in America en 1986. Une manière de renouer avec ce pays qu'il aime, bien qu'il continue de dénoncer ses problèmes de société. Il aime l'Amérique et lui fait comprendre. Malgré ce tube, il va traverser les années 80 sans réellement se renouveler en reprenant sur scène ses grands classiques. Très vite, les nouvelles stars du rap le reconnaissent comme le maître incontesté de la musique. En 1988, il va être produit par la nouvelle génération d'artistes. Et c'est le groupe Full Force qui fait le premier pas avec le titre I'm Real. En vrai, leur rencontre, elle est assez drôle et elle témoigne bien de deux générations différentes qui se respectent. Et je vous laisse avec l'extrait où il le raconte. First thing we did is when Mr. Brown came into the studio with his black fur coat and his leather gloves, and we said, wow, it's the Godfather. First thing we did is had a meeting with him. We didn't even record the first day. We brought him in the room, sat him down, and we said, Mr. Brown, first we just want to tell you that we love you, we respect you, you're our hero. After that, it was smooth sailing. I wonder why. He kept calling us, man, you guys are geniuses. And every time he heard a good lick in the song, he'd go, wow, you guys did your homework. We had all the computers laid out to play the music and everything, and when he walked in the studio, he was looking for the band. He said, well, where's the band? And we said, no, Mr. Brown, we have all the music put down on, you know. Après ça, on commence à se dire qu'on n'entendra plus parler de lui. En tout cas, pas pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il a déjà fait. Mais c'est mal le connaître, parce que le 24 septembre 1988, il fait la une de tous les médias. Pour cause, il se retrouve dans un bureau armé où se tient un colloque d'assureurs, car une personne a utilisé sa salle de bain privée. Il rentre alors dans une rage folle, l'un des assureurs prévient alors la police, course-poursuite, et il est arrêté après 23 coups de feu dans son véhicule. Pas très sage. On retrouvera même des traces de drogue dans son sang, du PCP. J'avais jamais entendu parler de cette drogue. Arrêté, il prend alors 3 ans de prison, peine qu'il juge lourde. Il considère que s'il avait été blanc, la peine aurait été bien plus légère. Vrai ou pas, dans cette Amérique-là, à cette époque-là, je sais pas, moi je suis pas juge, mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que étant donné qu'il était surveillé par le FBI, peut-être qu'ils ont voulu l'utiliser pour servir d'exemple, pour montrer la fermeté un petit peu de l'Amérique à ce niveau-là. Je sais pas. Il sortira de prison avec un prestige en plus. Celui d'être l'homme le plus samplé du monde. Un sample, c'est quand on utilise une mélodie qui existe déjà pour la modifier et en refaire une nouvelle. Technique très utilisée dans le hip-hop et notamment dans le rap. Et il ne refuse pas du tout cet héritage. En témoigne le clip de MC Hammer où on le voit s'asseoir comme un roi. Le hip-hop retrouve en Brown cette volonté de défendre les minorités. Bien que James le fasse toujours de manière positive, dans les années 90, la tendance est au gangsta rap, à une dénonciation plus crue et plus violente. La suite est un peu moins palpitante pour lui. En 2002, il fait une apparition dans le film Le Smoking. En 2004, il est soigné avec succès d'un cancer de la prostate. Jusqu'à sa mort, il alternera entre désintoxication, arrestation pour possession de drogue et violence conjugale, et continuera à produire sa musique et à jouer à travers le monde. Il a pris un drôle de tournant. Le 23 décembre 2006, lors d'un banal rendez-vous chez le dentiste, le médecin le trouve alors très fatigué et refuse de lui faire l'opération, l'invite directement à aller aux urgences. Le lendemain, il est admis à l'hôpital où on lui diagnostique une pneumonie. Son manager informe que depuis son retour de sa tournée en Europe, il souffre de grosses quintes de toux mais ne se plaint jamais. Vous vous en doutez, les concerts imminents sont alors annulés. Il caresse alors l'espoir de remonter sur scène. Sauf que son état de santé se dégrade. Le 25 décembre 2006, il décède d'insuffisance cardiaque, une complication de sa pneumonie. Il avait 73 ans. En 2019, une enquête est alors ouverte pour suspicion de meurtre. Il y avait quelques éléments troublants dans l'affaire, disparition de preuves, etc. Mais ça n'a pas donné de suite. Les vous, c'est la fin. L'histoire sur James Brown permet de mettre en lumière tout un pan de la musique, notamment avec l'arrivée du disco, la création de la funk et l'accueil du hip-hop pour ce qu'il représente. Brown, c'est un personnage haut en couleur qui a énormément œuvré pour la musique. Il y a laissé une empreinte indélébile. Maintenant, c'est aussi un personnage qui est très impulsif, voire violent dans sa vie personnelle, comme on l'a vu. On peut retenir tout ce qu'il a apporté à la musique ainsi qu'à la communauté afro-américaine, sans forcément aduler le personnage, surtout sur l'aspect privé. Comme parfois dans les histoires que je vous raconte, on est face à des personnes qui font des choses folles artistiquement, pour la société autour, etc., avec des passages un peu plus avides, sombres, voire des actions qui sont largement condamnables. En tout cas, moi j'avais envie de faire une vidéo sur lui étant donné le monstre musical que c'est. Il est vu un petit peu comme le grand-père du hip-hop,
Pour moi, c'était important d'en parler. C'était aussi très intéressant de faire ces recherches pour apprendre plus sur sa vie, sur le personnage et sur toutes les ambiguïtés qu'il pouvait avoir autour, sur tout ce qu'il a révolutionné, toute la scéno qu'il a mis en place, l'adulation de son public pour lui. J'espère que cette histoire elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partagez, vous connaissez la musique. Comme ça, moi, je pourrais payer le chauffage dans ma salle ici. Et voilà, d'ici là, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité et puis bisous.